Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des rémunérations, les écarts de rémunération. Où en sommes-nous exact? On va en savoir plus dans quelques instants avec Sophie Lazaro, associée de Deloitte. Justement, elle porte cette étude sur les rémunérations. On fera le point avec elle. Le cercle RH, c'est un joli titre, le titre d'un livre d'ailleurs. Un autre monde du travail est possible. Deux de ses auteurs seront avec nous, Sophia Gallière, maîtresse de conférence à l'Université Côte d'Azur, spécialiste des transformations du travail et justement co-autrice de cet ouvrage. Et puis Anthony Husneau, professeur des universités, lui aussi à l'Université Côte d'Azur, spécialiste du travail. Ils vont nous éclairer sur toutes les transformations macro et microéconomiques du travail. Passionnant, ils seront nos invités. Et fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les saisies sur salaire. Alors ça fait évidemment rire personne, c'est quand on vous retire une partie de votre salaire pour mille et une raisons. On va faire le point parce qu'il y a des choses qui changent. Et Élodie Puiroux, responsable veille légale ADP France, eh bien, nous donnera les dernières informations sur les saisies sur salaire. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Les rémunérations, on en parle dans Bien dans son job. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et notamment des écarts de rémunération entre Paris et la province, et puis la manière dont vont évoluer ou ont évolué les salaires. On en parle avec vous, Sophie Lazaro, ravie de vous accueillir. Associée Deloitte, autrice de cette étude rémunération. D'abord, commençons par l'aspect géographique et peut-être l'aspect méthodologique, parce que c'est important de le préciser, les études Deloitte, c'est solide. Effectivement, donc l'étude CNB dont je viens parler aujourd'hui, c'est l'étude des rémunérations et avantages sociaux réalisée par Deloitte. C'est la 14e édition. C'est une étude robuste parce qu'elle regroupe 300 entreprises avec 1 million de titulaires. Et ce sont des données extraites des systèmes de paye de nos clients. Donc ce sont des données de rémunération réellement versées sur le territoire français. Donc c'est très intéressant et c'est très riche. On va voir évidemment qu'il y a un retour à la normale, on va en parler. Mais d'abord, ce chiffre sur les écarts salariaux, c'est toujours intéressant. On se dit les Parisiens ou l'Île-de-France est mieux payé que... c'est plutôt confirmé. Plus 5,6% qui est l'écart de salaire entre la région parisienne et le reste du territoire. Oui. Ça augmente d'ailleurs. Oui. C'était plus 4 en 2024. Effectivement, c'est un écart qui se creuse entre l'Île-de-France et le reste des régions. Donc on est bien sûr toujours à temps de travail équivalent, niveau de responsabilité équivalent dans l'étude. Cet écart, il s'explique par des enjeux de pouvoir d'achat qu'on vit depuis plus de 2 ans et un sujet d'attractivité de l'Île-de-France avec, on l'a vu, des entreprises qui ont même déployé des propositions de télétravail qui permettent aux collaborateurs éventuellement de vivre en région alors que le siège peut être en Île-de-France. Sur la carte que vous portez dans votre étude, on voit, alors je pense à la région centre, région que je connais bien, mais moins 7, moins 7, 3 pour la grande région Aquitaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les salaires ont baissé, ont décru? Non, c'est la référence par rapport effectivement à l'ensemble des régions de France. Donc c'est effectivement une région un peu en décalage. Le problème des régions administratives, c'est qu'elles sont assez importantes. Ce qu'on est aussi capable de réaliser dans l'étude, c'est des études un peu plus fines parce qu'en réalité, il y a des tensions qui sont réelles au niveau de certains départements et parfois au niveau de certaines localités, notamment quand elles sont frontalières. Alors, vous allez à ce niveau de détail. On peut aller la à ce niveau de Suisse, détail. par exemple. La Suisse, le Luxembourg, ou encore l'Allemagne. Et donc voilà, pour certains clients, on a amené à aller plus loin sur ces écarts de rémunération. Parce que vous nous dites que quand on est en zone frontalière côté français, on est un peu aspiré par le pouvoir d'achat des pays frontaliers. On a une concurrence du marché de l'emploi élargie. Et donc les entreprises doivent s'aligner forcément. Étude Deloitte sur cette fameuse rémunération, là on voit, et ça vous le confirmez dans votre étude, vous dites que c'est un retour à la normale. Alors, un retour à la normale avec une augmentation moyenne de 2,5, on est d'accord? Qui correspond à quoi? Qu'est-ce que vous entendez par retour à la normale? Alors, on parle de retour à la normale, et la normale, finalement, on le positionne avant 2020, c'est-à-dire finalement avant la crise Covid, et puis ensuite l'enchaînement des différentes crises socio-économiques, géopolitiques, parce que finalement, après ce Covid, on a vécu notamment les 2 dernières années des augmentations très très fortes, de plus de 3%, voire de plus de 4% pendant les fortes périodes d'inflation, donc très portées finalement du fait de l'inflation. Aujourd'hui, on a un retour à l'inflation autour de 1%. Donc, les augmentations sont à 2,5% en médiane pour les OETAM, 2,3% pour les cadres en médiane sur 2025.
ce qui est plutôt des taux qu'on retrouvait avant 2020. C'est ça le retour à la normale. Je ne veux pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de la CSRD, parce que Oui. c'est un gros sujet qui inquiète Oui. les entreprises. Mais quand même, un mot sur 2026, parce que les NAO Oui. vont démarrer, c'est-à-dire les négociations avec les partenaires sociaux. Vous, chez Deloitte, vous dites, c'est fini la bamboche, hein, moi je mets des guillemets, mais on ne sera pas à 2,5 en 2026. A priori, on ne sera pas à 2,5, on y sera difficilement. En fait, on a 40% des entreprises interrogées aujourd'hui qui communiquent en tout cas des budgets. Et ces budgets ils sont plutôt de 2% en médiane, alors qu'ils étaient de 3% l'année dernière à la même période. Donc on voit que les entreprises, bien sûr, naviguent dans une certaine incertitude socio-économique et politique en France et à l'international. Sophie, avant de nous quitter, cette fameuse CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui inquiète parce elle est remise en question, elle a été figée, mais elle va arriver. Oui. Qu'est-ce que ça change, entre guillemets, dans la stratégie des entreprises en matière de rémunération? Alors, il y a la CSRD avec effectivement ce volet social, mais aussi la transparence salariale, la directive européenne, 2026 qui doit être transposée d'ici le 7 juin 2026 sur l'ensemble des pays États membres, dont la France. Ce que ça change, c'est que les entreprises sont d'autant plus attentives, notamment aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et c'est plutôt la bonne nouvelle d'ailleurs de notre étude. Les écarts salariaux entre les hommes et les femmes a diminué cette année. Il est passé à 2,3%. Effectivement, au lieu de 3,8% l'année précédente. Oui, on arrondissait à 4 à poste égal. Hein, exactement, poste égal et temps de travail équivalent. On confond les écarts de REM à des postes différents, on n'y voit pas clair. On était à près de 4 et aujourd'hui on redescend. Vous nous dites, pour conclure, que tout ça est lié quand même à la pression des obligations de transparence salariale. On essaie de rectifier, de réduire les écarts. Oui, beaucoup d'entreprises se sont mises au travail effectivement cette année pour préparer cette nouvelle directive. Merci Sophie Lazaro d'être venue nous éclairer sur cette étude passionnante, étude de référence Deloitte. Vous en êtes l'autrice sur cette étude rémunération à découvrir évidemment sur le site Deloitte. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous et merci à mon équipe qui a contribué à cette étude. Merci. Qui est un très gros travail. Merci de leur rendre hommage. On tourne une page, on s'intéresse au monde du travail. Un monde du travail en plein bouleversement et on va s'y intéresser à travers un livre dont le titre est évocateur, Un autre monde du travail est possible, faisant référence évidemment à une phrase bien célèbre. On va accueillir des auteurs, les autrices et les auteurs, entre autres, livres collectifs qui explorent ce monde du travail à 360, des enjeux climatiques aux transformations du salarié et du salariat. On en parle avec eux, c'est le Cercle RH et on en parle avec mes invités. Le Cercle RH pour s'intéresser au travail. Vous êtes bien tombé puisque c'est une émission Smart Job qui s'intéresse depuis maintenant 4 ans au travail, au monde du travail et aux acteurs de ceux qui construisent le travail. On en parle à travers un livre. Le titre est évocateur. Un autre monde du travail est possible. Édition EMS. Et j'ai des co-auteurs et des coordinateurs de cet ouvrage que vous découvrez actuellement. Sophia Gallière, ravie de vous accueillir. Vous êtes maîtresse de conférence. Ça vous va, maîtresse de conférence? Très bien. Non, mais si vous assumez le maîtresse, Université Côte d'Azur, spécialiste justement des transformations du travail et co-auteur de cet ouvrage. Alors, vous avez été co-responsable de l'équipe Alter Organizing. Tout à fait. Organizing, je suis toujours. Vous êtes toujours au sein du laboratoire CNRS Gredeg. C'est ça. J'ai tout mis. Très bien. Très heureux de vous accueillir. Anthony Husneau, ravi de vous revoir. Vous étiez venu nous parler. Bonjour. À l'époque déjà du travail et de ses transformations, coordinateur de cet ouvrage, parce que ceux qui vont s'y intéresser, c'est un panel de chercheurs, on est bien d'accord, qui ont travaillé sur des thématiques et qui sont toutes les unes passionnantes. 26 co-auteurs. 26 co-auteurs. Vous êtes vous aussi professeur à l'Université Côte d'Azur, spécialiste du travail. D'abord, juste d'un mot, parce que vous avez coordonné cet ouvrage, donc vous avez fait le rédacteur en chef, vous êtes mis d'accord sur les thématiques, vous avez forcément dû poser le sujet. C'était quoi la demande posée aux 26 chercheurs autour de la table? Qu'est-ce que vous leur avez dit? On leur a demandé d'écrire un chapitre court, direct, sur un sujet clé du monde du travail, et pour chaque sujet, d'apporter une idée originale, une idée qui viendrait un petit peu bousculer nos idées reçues. Vous avez donc reçu évidemment les recommandations d'Anthony, puis vous avez travaillé sur... Oui. Comment vous avez
travailler sur l'idée de l'innovation, parce que ce livre, il faut le préciser, et bien sûr qui revient sur l'histoire du taylorisme, qui revient sur plein de sujets conceptuels de notre histoire du travail, mais tout l'intérêt de ce livre, c'est qu'il apporte aussi des études qui datent de 2024, de 2025, des derniers chercheurs. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, comme contribution nouvelle et un peu disruptive sur le travail? Alors peut-être, on peut aussi parler de la contribution générale des différents auteurs, hein, en disant finalement que la contribution qu'on leur a demandée, c'est de dire que le travail fait face à des bouleversements, à une crise sans précédent. Donc en fait, si on se base sur des études récentes sur le travail, c'est surtout pour faire face au mieux à cette crise. Donc en fait, peut-être un symptôme, hein, pour revenir sur ça, un symptôme important de cette crise du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, si on reprend les statistiques, il y a seulement 22% des Français qui jugent que le travail est essentiel dans leur vie. Donc nous, ce qu'on a repris par rapport à ces études, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réinventer le travail. Donc c'est ça la contribution. Moi, pour ma part, je me suis centrée sur la question du pouvoir. Et donc comment est-ce qu'on peut penser un pouvoir qui n'est pas un pouvoir de surveillance, de contrôle, mais un pouvoir qui est capacitant et qui redonne du pouvoir d'agir aux travailleurs. Ça, on le voit quand même dans le livre, c'est le rapport des managers, la place des managers dans l'organisation. Alors, on parle de Taylor, on parle du fait que l'homme devient lui-même une machine qui va organiser. Les choses ont beaucoup évolué. Sur le management, par exemple, ça, c'est une thématique forte. On voit aujourd'hui que des collaborateurs démissionnent parce qu'ils ne supportent plus leur manager et qu'il y a une perte de force vive. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que disent les acteurs, les chercheurs sur ce sujet du management? Horizontal, plus de verticalité? Je pense que comme tout le monde, hein, on constate que le management aujourd'hui est pointé du doigt. Il y a eu plusieurs études, plusieurs ouvrages, hein, qui sont parus et qui vont dans ce sens. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand décalage avec des managers qui ont des pratiques qui sont verticales, plutôt infantilisantes, et de l'autre côté, des employés, des collaborateurs qui ont beaucoup évolué ces 40 dernières années. Hein, le nombre de diplômés de Bac+5 a été multiplié par plus de 4 en 40 ans. Le nombre de diplômés de Bac+3 a été multiplié par plus de 3. Donc en fait, si vous voulez, les employés ont profondément changé, ils sont mieux formés, ils sont mieux préparés. Plus matures. Plus capables d'entendre ou d'avoir la lumière d'un manager directif. Et plus capables aussi de comprendre les contraintes de l'entreprise, ses contraintes financières, ses marchés, sa gouvernance. Or, de l'autre côté, on a des managers qui souvent peinent à prendre cette évolution à bras-le-corps et en faire plutôt un levier de développement. Mais ça, c'est typiquement français, vous qui êtes des chercheurs et des professeurs, enfin, qui enseignaient et qui cherchaient, c'est typiquement un modèle français, ça, parce qu'on voit dans les modèles nordiques où on donne plus d'autonomie, on donne plus de capacité. En France, ça a l'air compliqué. Oui, tout à fait, effectivement. Hein, c'est un fameux rapport de l'IGAS, hein, qui mettait justement en avant ce retard français, comme vous avez bien dit, par rapport au modèle allemand et nordique. Effectivement, on peut prendre ça à deux leviers. D'un côté, quelque part, il y a ce modèle de gouvernance français qui ne donne pas assez l'accent aux travailleurs dans les conseils d'administration. Donc on voit bien effectivement qu'en Allemagne, c'est 50% des représentants syndicaux qui il y a des élus, membres, des élus syndicaux dans les conseils, mais effectivement, seulement 1 ou 2 élus sur 12 à 15 membres du conseil d'administration. Donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est dire, oui, il faut repenser la gouvernance de l'entreprise, redonner du pouvoir aux représentants des salariés, et c'est en changeant la gouvernance, quelque part, qu'on pourra changer aussi le management. Mais je vous pose le sujet sur la table, vous êtes des chercheurs et ce sujet doit vous traverser. Ce management, parfois un peu directif, pour ne pas dire agressif, le monde du travail était traversé par la lutte anticapitaliste. Le travail aliène, le travail use, le travail abîme. On le voit aussi dans votre livre. Et puis en même temps, on nous dit que le travail, c'est le seul outil de dignité et je dirais d'épanouissement. Comment vous vous situez, vous, les chercheurs, sur ce sujet? C'est un outil d'aliénation ou c'est un outil d'épanouissement? Les deux, en fait. Puis ça dépend de qui on parle, parce que le monde du travail, ça retrouve des réalités qui sont très, très, très différentes les unes des autres. Et là, c'est peut-être là où on touche quand même les limites de la généralisation. Il faut faire attention parce que... Les cols blancs, les ouvriers... Oui, et puis selon les professions, selon notre rapport à notre métier, si on aime ce qu'on fait ou pas. Enfin, la grande tendance, je me permets, vous avez démarré le débat comme ça, c'est que le rapport au travail a totalement évolué, puisqu'auparavant, nos grands-parents travaillaient longtemps, souvent dans la même entreprise, avec une passion sans nom, avec la marque de l'entreprise tatouée. Aujourd'hui, les gens restent moins longtemps et considèrent leur travail comme un simple élément pour partir en voyage, se nourrir et se déplacer. Non, mais est-ce que je...
Oui, en fait, c'est un peu ça, mais il faudrait pas avoir une approche trop culturaliste du travail. C'est plutôt, voilà, nous, on essaie plutôt de pousser une approche structurelle. Et ce qu'on constate finalement, c'est que dans le monde du travail, ce qui a changé, c'est à la fois la mondialisation qui a accru la compétition des entreprises entre On est elles, dedans là. la financiarisation des entreprises également, qui pousse à couper les coûts, à essayer de faire plus, mais avec moins de ressources. Et c'est ça, en fait, qui ont amené en fait les travailleurs à replacer le sens du travail, qui est dégradé par les conditions macroéconomiques du monde du travail. Donc il y a quand même une pression liée à la transformation du travail par la pression de la mondialisation. Le livre démarre, que je n'ai pas devant moi, démarre par les dérèglements environnementaux et climatiques ont un impact sur le travail. Je précise que c'est la première page, quand on ouvre et qu'on a regardé la table des matières, on démarre là-dessus. C'est un angle intéressant que de démarrer l'angle du travail à travers ces dérèglements environnementaux et climatiques. Oui, alors C'est un angle, hein. Il y a la crise environnementale, mais pas que. Le monde du travail est traversé par toutes les crises qui traversent tout simplement notre société au sens large. Et donc, ça crée beaucoup de turbulences, de souffrances. Et chez les managers aussi, il ne faut pas croire. Les managers, parce qu'il ne faut pas non plus uniquement que les accabler, sont aussi en souffrance. Quand on regarde les chiffres, on voit que le taux d'engagement des managers diminue. Le taux d'absentéisme chez les managers augmente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème de management, mais il y a aussi un problème avec les managers. Les managers, pour un bon nombre d'entre eux, souffrent au travail également. Un mot sur l'IA, parce qu'on rentre dans une nouvelle révolution qui commence à inquiéter et les salariés eux-mêmes dans les études expliquent qu'ils peuvent perdre leur emploi à cause de l'IA. Comment vous vous situez par rapport à cette notion de progrès, de nouvelles technologies ? D'un côté, on nous dit que ça augmente le collaborateur et donc il gagne du temps et donc du plaisir et du loisir, pour aller un peu loin, et que l'autre, on nous dit que c'est un outil qui va décimer une partie de la population des salariés qui ne sauront pas s'en servir. Qu'est-ce que disent les chercheurs ? Oui, alors sur cette thématique, les chercheurs cherchent plutôt à démystifier en fait l'IA, à dire oui, il y a ce mythe effectivement de l'IA qui va nous remplacer. C'était la fameuse étude de Frey Osborne en 2013 qui disait que 47% des emplois étaient exposés ou soumis potentiellement à l'automatisation de l'IA. C'était à l'époque l'IA collectionniste et non pas l'IA générative. Donc aujourd'hui, le débat il est relancé. Nous, on essaie de dire d'être plus prudent en fait par rapport à ces mythes, de dire oui, les tâches sont exposées, mais c'est pas les métiers. Donc il y a c'est un morceau de métier, mais pas le métier. Exactement. D'accord. Donc il y a une recomposition des tâches. Par contre, c'est vrai qu'on constate, et on l'a vu d'ailleurs, il me semble, dans les derniers jours, que Accenture, la grande entreprise de conseil, se sépare voilà, de collaborateurs. C'est ça, des collaborateurs qui ne seraient pas capables de réutiliser l'IA dans leur travail. Donc nous, ce qu'on essaie de pousser comme argument dans le livre, c'est-à-dire que demain, on sera tous curateurs en chef de l'IA, on n'a pas le choix, il faut qu'on apprenne à interagir avec l'IA. Parler à la machine, en fait. Voilà, parler à la machine, prompter. Donc l'idée de curateur est intéressante, c'est notre collègue Jean-Philippe Denis qui le parle dans un de ses chapitres, dire que le curateur, dans le monde de l'art, c'est pas seulement celui qui ordonne les œuvres d'art, c'est celui qui crée une expérience artistique. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est-à-dire l'IA sait générer des données, c'est trier et organiser, mais c'est à l'humain qui incombe le rôle d'être l'arbitre. De tailler Exactement, de tailler et de donner du sens à des contenus abondants. Donc vous nous dites quand même qu'il vaut mieux quand même sérieusement se tourner vers ce sujet, s'intéresser au prompt, que de le laisser de côté en expliquant que c'est le progrès, qu'on n'en veut pas. C'est ce que vous nous dites quand même. Tout à fait, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça Tout à fait, oui, bien sûr. Il faut bien sûr reprendre le sujet à bras-le-corps, il faut se former, etc. Mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne sait pas et on ne peut pas non plus anticiper certaines évolutions. C'est-à-dire qu'on peut anticiper l'évolution de la technologie elle-même, mais on ne peut pas anticiper, ou très difficilement, les effets de ces technologies dans certains secteurs d'activité. Et en fait, ça, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui seront touchés par l'IA d'une telle façon qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager ces bouleversements. Donc c'est aussi toutes les limites, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des évolutions, on voit bien que ça bouge, mais jusqu'à quel point, ça, on ne le sait pas vraiment. Mais avant de nous quitter, est-ce qu'on est entré dans l'ère de la... Alors on a parlé de l'IA et vous démythifiez, il faut lire ce chapitre, mais est-ce qu'on est entré doucement dans l'ère de la société du loisir ? Aux dépens justement du travail, qui est le titre de votre livre. Parce que votre sujet, c'est le travail. Est-ce que le versus et son pendant, c'est une société de loisirs ? C'est une bonne question. À titre personnel, je ne crois pas, parce qu'effectivement, on voit une crise du travail salarié dans les organisations, mais les Français, même dans leurs loisirs, travaillent beaucoup.
Il y a 40% des Français qui font vrai. des missions bénévoles. On peut aussi parler de l'autoproduction domestique, hein, bricoler le week-end, c'est aussi du travail. Salariat non rémunéré, donc dans ce cas-là. Exactement. Donc de l'activité. C'est ça. Donc il y a une activité, il y a des efforts qui sont faits. Alors oui, effectivement, hein, soit on a envie de le faire pour soi-même, donc l'autoproduction domestique, soit pour les autres via le bénévolat. Mais je ne pense pas qu'il y ait de crise du travail en tant que tel. Donc, juste, je me permets, le salariat, c'est le fait de rémunérer une action en échange de ton activité. Oui. Là, vous évoquez des sujets où on n'est pas rémunéré. Effectivement, finalement, ce n'est pas tant le salariat en tant que tel, mais c'est le travail dans les organisations managériales et salariées. Donc le fait qu'il y a une crise du management, comme on a essayé de le dire, donc une crise de l'organisation. Vous en pensez quoi, vous, Anthony Ça dépend Schnur? effectivement de la définition qu'on donne au Ouais, travail. parce que, oui. Mais sur la question du travail rémunéré, Oui. quand on prend un peu de recul, on regarde les chiffres sur du long terme, on se rend compte que le temps de travail diminue. Oui. Ça, c'est indéniable. Ouais. En revanche, on fait face à des bouleversements démographiques, des problèmes de financement qui font que vraisemblablement le temps de travail risque de réaugmenter. Donc en fait c'est compliqué à dire parce que d'un côté il y a un mouvement de l'histoire qui nous dit que grosso modo on est amené à travailler moins, et de l'autre côté des bouleversements contemporains qui devraient nous amener à travailler plus. J'aimerais rester longtemps avec vous parce que c'est passionnant. Avant de nous quitter, il y a quand même le sujet du télétravail. Vous avez vu qu'il revient comme un flux et reflux. C'est-à-dire que le télétravail s'était institutionnalisé. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, vous êtes les chercheurs, vous observez, on voit quand même une contraction et un recul. Quel est votre regard sur ce sujet? Ça va reculer, le télétravail va doucement reculer ou les salariés vont résister? Je crois que le télétravail, c'est vraiment un bon exemple de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et des rapports entre les managers et leurs collaborateurs. On voit bien que c'est là, en fait, qu'il y a encore un problème. D'un côté, on a des collaborateurs qui veulent du management, qui veulent de l'autonomie, qui veulent de la flexibilité. Et de l'autre côté, on a des managers qui restent encore dans des modes de management qui sont plutôt verticaux. Tous au bureau. Lisez ce livre, c'est un livre de chercheurs, c'est un livre à la fois érudit qui vous permet d'être au plus près des travaux de recherche, de tout ce qui se fait de mieux en termes de réflexion autour de tous les sujets du travail. Merci de m'avoir éclairé, Sophia Gallière, maîtresse de conférence Université Côte d'Azur, spécialisée transformation du travail, et puis le coordinateur de cet ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous êtes engueulés tous ensemble, les 26, mais ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Non, mais c'est important, parce qu'il peut y avoir des sujets de friction où ça frotte. Anthony Snow, professeur des universités, coordinateur de ce livre, et vous êtes à l'Université Côte d'Azur. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. À découvrir ce livre si vous vous passionnez sur les sujets du travail. Voilà la couverture de cet ouvrage. On tourne une page et j'accueille mon invité. Dernière partie de notre émission, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet. Alors, c'est un sujet un peu tabou dans l'entreprise, ce sont les saisies sur salaire. On va voir ce qui change parce que depuis le 1er juillet 2025, des choses ont changé. Mais on va d'abord s'y intéresser très concrètement avec vous, Élodie Puiroux. Vous êtes responsable veille légale chez ADP France, donc vous faites l'accompagnement des entreprises sur la paye et sur tous ces sujets. Et donc, les sujets de saisie sur salaire, qui est un sujet un peu tabou, il faut le dire, parce que quand le salarié va voir son service paye ou RH et qu'on lui annonce, ça ne fait jamais plaisir. D'abord, en quoi consiste réellement une saisie sur rémunération ? Oui, bonjour déjà. Une saisie sur rémunération, c'est le fait pour un salarié qui n'a pas payé une facture, par exemple, auprès de son garagiste, d'avoir une partie de son salaire qui est précomptée pour régler sa dette. Le garagiste a fait un recours ? A fait un recours, exactement. Et donc, depuis le 1er juillet 2025, ce recours, il est fait auprès des commissaires de justice, alors qu'antérieurement, il était fait auprès des tribunaux. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté, tout à fait. Il y a quand même des petits sujets, je m'autorise, c'est-à-dire que vous avez une personne qui n'a pas payé son garagiste, mais il y a des choses beaucoup plus graves et des sommes plus importantes. Jusqu'où peut aller une saisie sur salaire ? Parce qu'il faut quand même laisser aux collaborateurs de quoi vivre. Tout à fait. Alors, c'est notre travail chez ADP, et en particulier côté veille légale, de décrypter et de faciliter la vie de nos clients en analysant les évolutions juridiques et en les paramétrant dans nos logiciels de paye. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul de la saisie sur salaire, mais schématiquement, c'est un barème de saisie de rémunération avec des tranches, et on applique ce barème-là en sachant que le salarié, au minima, à la fin du mois, il doit lui rester le revenu de solidarité active.
C'est-à-dire combien? Le RSA. 500, 646 euros et 52 centimes. Donc ça, c'est le minimum. Lorsqu'on a tout pris, on doit laisser au collaborateur 646 euros. Au minimum, il doit lui rester ça, tout à fait. Et ce, tant qu'il n'a pas remboursé. Alors c'est quoi? C'est une injonction du tribunal? C'est le tribunal qui oblige à ouvrir la saisie? Parce que ça passe par le service des impôts? Comment ça se passe? Non, alors le service d'impôt, c'est une autre procédure. Ah. C'est spécifique. Voyez. Parce que là aussi, le service des impôts peut ordonner une saisie. Tout à fait. Mais ça s'appelle un avis à tiers détenteur. Et donc c'est vraiment un autre sujet. C'est pas concerné par la réforme du 1er juillet 2025. Vous, chez ADP, vous êtes là pour accompagner les entreprises, faire de la prévention et de leur expliquer les changements. On est à combien de cas en France? Parce qu'on n'arrive pas à situer, parce que jamais personne ne parle de ce sujet. Alors, les dernières estimations sont à peu près à 300 000 salariés individus concernés par les saisies sur salaire, en sachant que chez nous, on fait 3 millions de bulletins de paye par mois, donc mathématiquement, statistiquement, nous avons dû accompagner nos clients là-dessus pour les informer. Donc, ça fait 10%. 10% sur les 3 millions de paie que vous éditez, ce qui est colossal, 10% de collaborateurs touchés. Est-ce qu'on a des stats sur le volume qu'on leur prélève? Enfin, est-ce qu'on affine un peu on a des datas, comme on dit? Non, ces datas-là, on ne les a pas parce que c'est protection des données, donc ça ne sort pas. Mais effectivement, on a ces... statistiquement, alors c'est 300 000 au global, pas que chez ADP, bien évidemment, en France, mais on a cet accompagnement de nos clients à faire. Juste pour revenir sur ce dont vous êtes venu nous parler, c'est les changements depuis juillet 2025. Dans l'esprit du législateur, c'était quoi? C'était d'accélérer le processus de saisie? Parce que c'était très long avant d'arriver à la saisie. Exactement, c'était long. Les tribunaux, vous le savez, sont engorgés. Et l'idée de passer avec les commissaires de justice, c'était d'avoir une procédure plus rapide. Maintenant, ça a supposé que l'on informe nos clients chez ADP des changements parce que du fait des délais des tribunaux, il y avait des pratiques qui s'étaient mises en place où l'employeur établissait un échéancier pour régler la dette. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec la réforme où l'employeur doit précompter la totalité de la quotité saisissable. D'accord. Donc attendez, ce que vous nous dites, c'est intéressant, c'était au service paye ou au comptable de l'entreprise de fixer l'échelonnement des prélèvements mensuels, on est d'accord? Alors, il y avait toujours cette règle de quotité saisissable, mais sur le dernier mois de la dette, par exemple, s'il restait 20 euros de dette, eh bien, on allait prélever les 20 euros de dette. Et aujourd'hui, on prélève toute la quotité saisissable, donc par exemple 150 euros. D'accord. Ouais, tout en respectant la règle du minimum vital de 650, qui est le montant du RSA, enfin, qui est une sorte de droit de survie. Exactement. Le temps de payer, de régler la dette. On connaît les durées de prélèvement, c'est quoi? C'est 1 mois, c'est 6 mois? C'est quoi la durée moyenne d'un salarié qui est en saisie sur salaire? Là aussi, c'est de la data confidentielle? Alors, c'est des datas qu'on n'a pas du tout. Effectivement, on a... En tant qu'éditeur de paye et accompagnant nos clients ADP là-dessus, on met en œuvre la paye chaque mois et après... En tout cas, votre travail, Élodie, c'est aussi d'éclairer les entreprises que ce changement a eu lieu et ça ne passe donc plus par les tribunaux, pour être bien précis, mais bien par les commissaires de justice. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, ils tamponnent et on envoie la procédure. Oui, l'employeur doit précompter à partir du moment où il reçoit le PV de saisie sur rémunération. Donc, attention, soyez vigilants, vous, service RH, service paie en particulier. Merci à vous, Élodie Puiroux, responsable veille légale chez ADP France, avec cette petite transformation, modification. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à Nicolas Juchat, merci à Angèle à la réalisation, et merci évidemment à Paul, l'incontournable au son, sans qui rien ne serait possible. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.